suis un peu crevé, un peu la voix pétée. Pardonnez-moi si elle se dégrade pendant la soirée. Ceci dit, on a une occasion d'avoir tout à l'heure un échange avec des députés et ça m'intéresse, moi. Ce que je vais vous décrire, c'est une théorie et une pratique d'émancipation par rapport aux élus, par rapport à un système de domination parlementaire, mais qui pourrait très bien déboucher non pas sur une absence de parlementaires, mais sur des parlementaires davantage sous contrôle citoyen. L'idée que je défends, c'est que nous avons besoin, les humains qui décident de vivre ensemble, ont besoin, dès qu'ils dépassent un petit nombre, dès qu'ils sont en grand nombre, ils ont besoin de représentants. D'une part parce que tout le monde ne veut pas faire de la politique, et puis parce que tout le monde ne peut pas en faire en même temps quand on est des millions. Donc, il y a longtemps que nous avons besoin, nous autres humains, de représentants. Ces représentants, on leur demande de produire des règles de droit qui vont être supérieures, plus fortes que le plus fort d'entre nous, de façon à protéger les faibles contre les forts. Donc on a besoin d'un système juridique, d'un système de normes obligatoires et d'une puissance publique qui va les faire appliquer, d'une force publique qui soit plus forte que le plus fort d'entre nous, pour que ce soit nulle part la loi du plus fort qui règne. Et comme on ne peut pas l'écrire à des millions, on a besoin de représentants pour écrire ces règles. Tout ça est bien. Donc nous avons besoin de représentants, nous avons besoin d'un système juridique, d'un système de droit pour nous protéger contre les plus forts, contre les abus de pouvoir. Mais ces mêmes représentants dont nous avons besoin sont très utiles, mais aussi très dangereux. Parce que comme on les met en situation d'écrire ces règles qui vont être plus fortes que nous tous, il faut qu'eux-mêmes aient quelque chose à craindre. En fait, il faut que tous les pouvoirs aient quelque chose à craindre. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. À nos enfants, nous devrions apprendre, enseigner que nous avons besoin de pouvoirs bien organisés et surtout bien contrôlés, bien affaiblis, bien limités, de façon à ne rien avoir à craindre de ces pouvoirs. Et donc ces représentants, utiles mais dangereux, il faut en définir les fonctions, les contrôles, les limites. Et il y a un texte supérieur, tout en haut de la pyramide de l'état de droit, un texte qui s'appelle la Constitution, qui est un texte dans lequel sont écrites les règles de la représentation. Ce texte, c'est la Constitution, on en a une, en fait, c'est un fake. C'est une fausse Constitution. Nous n'avons pas de Constitution. Pourquoi est-ce que ce texte qui prétend, et pourtant il faudrait qu'on l'ait avec nous, je vous conseille de l'acheter, ça vaut 4 €, c'est 3 francs 6 sous, mais ce texte, aujourd'hui, c'est une prison, au lieu d'être une protection. Dans ce texte-là, nous n'existons pas. Alors, c'est nulle part, il est écrit le peuple n'a aucun pouvoir et ce sont ses maîtres qui votent les lois à sa place. C'est pas écrit comme ça. Donc, on ne se rend pas compte de la supercherie, on ne se rend pas compte de l'escroquerie parlementaire facilement. Il faut y travailler un petit peu. Un petit peu, mais c'est très vite éclairant. Vous prenez pendant 1 an, on a fait avec des amis dans mon village, on a fait des ateliers constituants qui consistaient à décrypter la Constitution. Donc, on prenait des articles au hasard. Alors j'avais un peu peur que ça ne marche pas, parce qu'au hasard, je me disais, ça ne va quand même pas être dans tous les articles. Et on ne les a pas tous faits, mais sur tous les articles qu'on a traités pendant l'année, à chaque fois, on arrivait à voir notre absence. Le fait que nous étions tenus à l'écart. En fait, dans ce texte, qui s'appelle Constitution, mais qui devrait s'appeler avec des guillemets, qui n'est pas une vraie Constitution. Une Constitution, ça devrait être une protection, alors qu'en fait, celui-là est une prison. Dans ce texte, et c'est comme ça dans tous les pays du monde, hein, c'est pas qu'en France, hein, c'est dans tous les pays du monde depuis qu'il existe des constitutions, ce texte est une prison qui nous tient à l'écart. Si vous vous sentez impuissant en politique, parce que c'est ça notre cause commune, c'est notre impuissance politique à régler les injustices sociales que nous découvrons tous les jours, à tout propos,
Mais nous découvrons les injustices sociales, nous les analysons, les meilleurs d'entre nous, les militants, se concentrent sur les injustices sociales. Celui-là se concentre sur les méfaits des multinationales qui polluent, celui-là se concentre sur les méfaits de la finance qui pille et qui raquette la planète. Celui-là se concentre sur les injustices criantes qui règnent dans les entreprises. Mais tous ont en commun, alors tous découvrent les injustices, tous découvrent ce qu'il faudrait faire, mettre au point les solutions. Donc les militants, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Les militants sur le nucléaire, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Et encore, je prends le nucléaire, oui. Mais le militant qui est pro-nucléaire aussi, il sait très bien ce qu'il faut faire. Mais tous ont en commun une impuissance politique à mettre en œuvre les solutions qu'ils ont imaginées. Et même à les proposer aux frères humains de la société. C'est-à-dire que dans ce texte, nous n'avons ni le pouvoir de voter, puisqu'on nous condamne à seulement élire, et élire, c'est le contraire de voter. Quand j'élis, quand je mets un bulletin avec le nom d'une personne qui va être l'élue dans une urne, je renonce à voter pour 5 ans. Pour 5 ans, c'est lui qui va voter à ma place. Et moi, je ne vais plus jamais voter pendant 5 ans. Élire, c'est pas voter. Élire, c'est le contraire de voter. Élire, c'est ne pas voter. Pourtant, dans le langage courant, c'est confondu. On dit, c'est la même chose. On dit élire, voter, est-ce que tu as été voté? On peut toujours répondre que non, j'ai pas été voté, j'ai été élire. C'est très important d'avoir des mots à l'endroit pour penser à l'endroit. C'est impossible de penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Si vous confondez élire et voter, vous ne pouvez pas comprendre que ce qui vous manque, c'est le pouvoir de voter. Parce que vous croyez que vous l'avez déjà. J'insiste, quand vous votez, vous renoncez à élire. Vous avez abdiqué votre souveraineté. C'est plus vous qui allez décider. Donc dans ce texte, on ne peut pas, dans cette constitution, les citoyens, mais qui ne sont pas du tout des citoyens, qui sont des électeurs, c'est pas du tout pareil, un citoyen et un électeur, nous sommes condamnés à seulement élire des maîtres, des gens qui vont tout décider à notre place. Alors je sais qu'il y a des gens qui réagissent là-dessus en disant mais c'est un langage de populiste, des maîtres. Est-ce que j'exagère quand je dis que c'est des maîtres, s'ils décident tout à ma place, eh bien, c'est pas une exagération de dire maître, ce sont des maîtres, effectivement. Et nous sommes condamnés à désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis, qu'on connaît à peine, qui sont des candidats qu'on peut aider, et comme on peut les aider, ceux qui ont le plus le moyen d'aider, les plus riches de la société, gagnent à tous les coups, depuis 200 ans, partout sur Terre. À quelques exceptions près, oui, il y a des exceptions. C'est vrai que quelquefois, nous arrivons à élire un candidat qui n'est pas le candidat des riches. On arrive à élire un Pepe Mujica, une espèce de héros improbable et rarissime. Mais pour un Pepe Mujica, il y a peut-être 10 000 Sarkozy ou Macron. Donc oui, il y a des exceptions, mais en gros, l'élection parmi des candidats qu'on peut aider donne le pouvoir à ceux qui ont le moyen d'aider, qui aident. Alors pas tous les élus, ils aident une majorité, et une fois qu'ils ont la majorité, ils ont tout le pouvoir. Et depuis 200 ans, ça donne, à mon avis, le capitalisme. Je vois dans le faux suffrage universel, qui consiste à donner le pouvoir aux riches par le mécanisme de l'élection, la cause de l'oppression des pauvres par les riches. Mais dans la Constitution, il y a aussi la possibilité du référendum. Je l'ai noté dans le document que vous avez entre les mains. La colonne de gauche, c'est la Constitution, mais il ne faut pas l'appeler Constitution, puisque c'est un fait, il faut l'appeler Anticonstitution. Donc dans la colonne de gauche, il y a l'Anticonstitution, l'actuelle, c'est là. Et l'article 3 est important pour comprendre les termes de notre dépossession. Comment nous sommes dépossédés de tout pouvoir politique. L'article 3 dit, je connais par cœur, il est très simple, vous devriez le connaître aussi pour convaincre vos voisins dans le train, la prochaine fois que vous allez avoir une conversation dans le métro,
Vous allez voir, les gens comprennent vite. Hein. L'article 3 de la Constitution française dit la souveraineté nationale, la souveraineté c'est qui décide. La souveraineté c'est qui décide. Super important. Super important. La souveraineté nationale appartient au peuple. Yes! Ça commence fort, ça. Très bien. Si vous lisez trop vite, vous vous en arrêtez là, vous passez à l'article suivant, vous avez raté quelque chose d'important. La suite, c'est donc appartient au peuple, qu'il exerce. Yes! Par ses représentants. Si vous êtes un petit peu attentif, et il n'y a pas besoin d'être un intellectuel, je vous promets, tout le monde comprend vite que s'il l'exerce par ses représentants, il ne l'exerce pas. C'est tout un art d'écrire un texte qui ressemble à une démocratie, qui n'en est pas une. Et c'est pas ça dont il est question quand on dit « c'est à nous d'écrire la Constitution ». Le texte que nous allons écrire va être beaucoup plus simple. Nous avons simplement à dire ce que nous voulons, et il n'y a pas besoin de ressembler à autre chose comme c'est écrit là. Ce texte-là, il est compliqué à écrire, l'anticonstitution, parce qu'il faut qu'il ressemble à une démocratie en étant une antidémocratie. Ça, c'est compliqué à écrire. Ce que nous écrivons, nous, c'est beaucoup plus simple, dans les ateliers constituants. Alors l'article n'est pas terminé, puisqu'il reste, donc les représentants, c'est l'élection, c'est la dépossession politique, et il reste une suite à l'article qui dit qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Point. Or, le référendum, c'est voter. Le référendum, c'est pas élire. Le référendum, c'est voter. Il s'agit d'opiner, de donner notre opinion sur un point. Donc c'est pas mal, le référendum. Hein. Le référendum, c'est tout à fait autre chose que l'élection. Et ce qui n'est pas dit dans l'article 3, parce que l'article 3 est terminé, c'est qui a l'initiative du référendum. Et c'est tout à fait décisif. L'initiative est parfaitement décisive dans cette histoire. Celui qui a l'initiative, il a le pouvoir. Or, l'initiative, elle est décrite dans la Constitution française, elle est décrite dans l'article 11. Donc, vous l'avez dans la colonne 11, je vous la résume. Vous avez deux possibilités, soit c'est le président qui a l'initiative, donc c'était De Gaulle à l'époque, soit c'est les parlementaires. Un cinquième des parlementaires. Ça fait un grand nombre de parlementaires, mais bon, c'est possible. Mais encore faut-il que les parlementaires le veuillent poser la question. Donc les parlementaires ne vous poseront jamais la question, les questions qu'ils n'ont pas envie de vous poser. Les questions qu'ils n'ont pas envie de vous voir traiter. Donc il y a des tas de questions qui pour nous sont très importantes, qui ne nous seront jamais posées parce que nous n'avons pas l'initiative des référendums. Et ce n'est pas écrit dans l'article 3. Si vous voulez, il y a un jeu auquel on a joué dans les ateliers constituants les années dont je vous parlais, là, dans mon village. C'est qu'on jouait, avant d'écrire nous-mêmes l'article que nous voulions, ce qui est absolument jouissif, hein, je veux dire, vous allez voir les ateliers constituants, enfin vous faites de la politique en adulte, enfin vous faites de la politique en dehors d'une prison, vous redevenez l'employeur, vous redevenez le souverain. Mais avant d'écrire les articles que nous voulons, on s'est amusé à reformuler les articles en disant, ce qui n'est pas dit, donc ce qui est caché dans cet article 3, on va l'écrire en clair, en français, quoi. Donc au lieu de dire la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants, et par la voie du référendum, on dit la souveraineté a été captée par les représentants qui l'ont prise au peuple et qui ne lui laissent que des référendums dont il n'a aucune initiative. Je brode là comme je l'imagine en même temps que ça me vient, mais quand on y travaille, je vous prie de croire qu'on trouve des formulations bien au vitriol, et ça se voit que c'est une mise à l'écart. Cet article nous met à l'écart. Et toute la Constitution nous met à l'écart.